Ah, et voilà. Super. Donc, bonjour à tous. Ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, j'organise un petit événement spécial, une discussion en fait avec une de mes collègues streamers, donc une autre personne qui est une streamer québécoise qui a fait ses débuts il n'y a pas si longtemps et qui a gagné beaucoup de popularité de followers. Vous pouvez la suivre. Oh, je viens de remarquer qu'il y a une inversion dans nos noms. Ah, Donc, bon. on s'est pas placé au bon endroit, mais bon, euh, je vais faire une inversion pendant qu'on va présenter tout à l'heure. Il s'agit de Julie, alias Thanato Game, qui est dans le fond travaille dans la gérontologie et étudiante en accompagnement en fin de vie et en deuil. Et justement, aujourd'hui, on fait cette superbe première collaboration pour discuter du travail, de qu'est-ce qu'elle fait au niveau professionnel, mais également de tout l'investissement qu'elle fait notamment avec sa chaîne Twitch, Thanato Game, mais également, tu as créé aussi un café ludique dans lequel vous parlez de thématiques en lien avec la mort, le deuil. Donc, on va explorer vraiment cet univers-là. Ça va être très intéressant. N'hésitez pas au fur et à mesure si vous avez des questions à les poser. On ne va pas afficher le chat dans le Twitch, mais on va pouvoir accéder aux questions et je vais les partager aussi à Julie si jamais vous avez des questions directement pour elle. Donc, pour commencer, peut-être Julie, justement, là, prendre un petit moment pour te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu au niveau professionnel? Et bien sûr, que fais-tu en tant que streamer? Yes. Comme tu as dit, mon nom c'est Julie. Mon petit pseudonyme sur Twitch, c'est Thanato Games. Pourquoi Thanato Games? Dans le fond, Thanato, c'est vraiment un mot latin pour dire qui a un lien avec la mort ou les morts. Et Games, ben là, les jeux. Donc, c'est vraiment une idée qui m'est venue là avec le fait que j'ai étudié en intervention en gérontologie. J'ai travaillé un petit peu là-dedans en tant qu'aide à domicile surtout. J'ai fait des stages en CHSLD. J'ai fait des stages aussi en centre de jour. Dans le fond, c'est quoi un centre de jour? C'est vraiment un centre où est-ce qu'on va accueillir les personnes en perte d'autonomie, souvent les personnes atteintes de démence, Alzheimer. Et on va vraiment les encadrer avec des activités pour qu'ils se dépensent, pour maintenir leur autonomie, que ce soit par la motricité, des chansons, des jeux, etc., du mouvement, beaucoup de mouvement, musique, danse, pendant que les proches aidants, eux, peuvent avoir ce temps-là pour eux, pour prendre un peu de répit, parce que on sait que s'occuper des gens là, en perte d'autonomie, surtout cognitive, ça peut être un gros challenge, surtout généralement que c'est le conjoint-conjointe qui s'occupe de ces personnes-là. Parfois, de plus en plus, malheureusement, ça va être le parent aussi. On voit là, de la démence qui est diagnostiquée plus jeune ou justement avec le vieillissement de la population, des fois, on a des parents qui sont encore là, mais qui ont des enfants âgés de 60-70 ans qui tombent là, en perte d'autonomie cognitive. À ce moment-là, ils vont s'occuper d'eux. Mais on voit aussi le contraire aussi, vu que c'est des gens dans la soixantaine ou dans la cinquantaine qui vont être diagnostiqués. On voit des proches aidants encore plus jeunes, donc des 30 ans. J'ai même dans ma région un jeune de 13 ans qui est le proche aidant de son papa. C'est quand même une réalité, là. On encadre vraiment de tous les âges. Suite à mon attestation d'études collégiales en gérontologie, oui, j'ai travaillé
en aide à domicile. Dans le fond, j'allais dans les maisons. Je portais assistance. Les gens pouvaient aller faire leur commission, se reposer pendant que moi, je passais du temps là, avec la personne, avec l'aidé, qu'on appelle. Ouais. Par la suite, c'est sûr que parallèlement, moi, j'avais fait mon cheminement personnel par rapport à la mort. Comme on discutait tout à l'heure offline, j'ai connu les deuils assez rapidement. Mon plus gros deuil, mon premier gros deuil, en fait, ça a été la perte de ma mère 15 jours avant mes 20 ans. Donc, j'ai 33 maintenant, donc ça fait un petit bout. Par la suite, back à back, je vous dirais 2008, j'ai perdu ma mère. 2012, j'ai perdu ma meilleure amie du cancer. En 2013, à un mois d'intervalle, j'ai perdu ma grand-mère, qui, elle, est partie comme une guerrière. Elle s'est blessée, hémorragie interne et de mémoire. Dans le fond, on lui a dit, il faut qu'on vous opère. Et femme forte qu'elle était, elle aurait presque grippé l'infirmier par son uniforme et lui a dit, non, tu me donnes la morphine, c'est comme ça que je m'en vais. Donc, elle a choisi de partir. Et un mois plus tard, je perdais mon cousin avec qui j'ai grandi. Malheureusement, lui, c'est un meurtre. Donc, c'est vraiment, j'ai connu un gros spectrum de beaucoup de pertes avec des effets et des émotions différentes. Mais étant une très artistique, très créative, très imagée dans mes perceptions d'émotions et tout ça, j'ai réussi à voir la beauté de la chose. Parce que oui, c'est tragique quand on perd quelqu'un, malgré le fait que c'est la finalité de la vie, c'est la seule certitude qu'on a. Mais tout ce qui est, je veux dire, j'ai le mot crudité dans la tête, mais le cru de l'émotion, la crudité de l'émotion, oui. Non, le cru de l'émotion, c'est ça. Les émotions sont crues, les émotions sont pures, pas de filtre, pas de voile. C'est beau. Et c'est vraiment aussi au niveau de la perception de voir qu'on a une vie avant, des fois pendant, si on a la chance d'avoir la perception du décès, du départ et l'après. C'est vraiment, j'ai toujours vu ça comme on a la vie avec la personne, puis à un moment donné, hop, ça switch. C'est vraiment un revire, ça revire comme une porte. Et c'est quand même, c'est triste, mais c'est beau. Ça m'a pris bien du cheminement à me dire, sais-tu quoi, Julie, je pense que t'aimes la mort. Fait que c'est comme un coming out presque, parce que dis ça à tes proches, hey, j'ai découvert que j'aimais la mort. Ils vont faire comme, OK, quoi? T'es pas bien. Donc, avec mon cheminement en gérontologie, j'ai perçu comme quoi la relation d'aide, tout ça, puis aussi, on avait une portion du cours qui était justement à la fin de vie. Parce que les troubles cognitifs, malheureusement, n'ont pas de remède encore. Donc, dès qu'on est avec un diagnostic d'Alzheimer, Parkinson, etc., on tombe en fin de vie, même si ça peut prendre des années. On tombe pas en palliatif, on tombe en fin de vie quand même, parce qu'il n'y a pas de cure. Okay. Donc, ça m'a amené justement à joindre les deux bouts. Et finalement, avec un background, dans le fond, de service à la clientèle, j'ai travaillé en plus mon accompagnement. J'ai décidé d'aller le tout pour le tout, puis je me suis dit, sais-tu quoi, je pense que ça peut être pas pire pour aller travailler en salon funéraire. Et c'est comme ça que finalement, j'ai arrêté l'intervention comme telle. Pas parce que je n'aimais pas ça, mais parce que c'était pas l'appel de la mort, mettons, était plus fort que d'accompagner les personnes en perte d'autonomie. Parce qu'au final, en ligne de compte, je me suis rendu compte que j'avais plus d'affinité avec les proches aidants, plus qu'avec les personnes comme telles atteintes de démence et tout, qui sont tout aussi importantes. Les proches aidants, c'est eux autres qui les tiennent quand on y pense. Mais j'ai voulu vraiment toucher à la mort, puis c'est vraiment là que j'ai trouvé mon essence. Je me suis dit, je dois travailler avec la mort dans la vie. Ceci dit, travailler en salon funéraire, c'est aussi de la vente. Et c'est malheureusement encore un milieu très, je vais dire, superficiel. Et je pense que vous le voyez, j'ai des tatouages, j'ai des piercings. Là, j'ai des petits cheveux courts, mais j'avais des cheveux aux hanches rouges fraises. Et on a quand même décidé de m'engager et je pense avoir fait vraiment laissé une belle trace et tout ça. Du moins, là, maintenant, je ne travaille plus en salon funéraire parce qu'avec la pandémie et tout ça, il y a eu des accrochages qui m'ont fait quitter. Et malheureusement, c'est un milieu très compétitif entre les collègues, ce qui est triste parce qu'on perd l'essence de l'accompagnement et on va vraiment miser sur les chiffres un peu. De là aussi, ça, je ferai un aparté tantôt avec la mort positive, c'est que là, on n'est pas dans une situation de mort positive au Québec. On est encore dans le tabou et on est encore, si on se rappelle, on remonte, que les gens prenaient soin de leurs défunts, les veillées étaient à la maison 3 jours de temps et après, le prêtre rentrait en ligne de compte. Les maisons funéraires sont venues
enlever ça aux familles. Puis, je veux dire, il y a des réglementations de santé publique et tout ça qui sont en vigueur, mais les familles peuvent s'impliquer encore plus. Mais avec la prise en charge totale des maisons funéraires, on dirait qu'on a perdu Mhm. l'implication de la famille dans les funérailles. Ce qui fait que, malheureusement, dans les vieilles générations, on retrouve vraiment encore, comme je disais, la compétition et tout ça. Et moi, qui est arrivée avec toute ma couleur, toute ma vie, ma pétillance, euh, j'ai pas peur de dire que j'ai fait des jaloux. Et pourquoi j'ai décidé de quitter le milieu funéraire? Oui, il y avait la pandémie, le stress et moi qui avais des problèmes de santé. Donc, j'étais une personne à risque au début de la Mhm. pandémie de COVID. Euh, J'ose dire sans prétention que le milieu funéraire au Québec était pas prêt pour moi. Des fois, c'est le contraire. Ah, Mhm. j'étais pas prête. Finalement, non, je dis sans prétention, avec toute l'humilité du monde, le milieu funéraire était pas prêt au Québec, il était pas prêt pour moi. Donc, en réorientant ça, en me disant, bon, ensuite, on dit ceci. Il y a la vente, il y a l'accompagnement. J'étais une excellente accompagnatrice et en accompagnement, ben, ça donnait que si on accompagne bien les personnes, on les met en confiance, puis on trouve 8000 raisons ou 1000 façons de célébrer la personne, parce que moi, vraiment, le terme funéraire m'énerve. J'aime la célébration de la vie, Oui. célébration de l'individu, et au final, les chiffres rentraient tout seuls parce que justement, on se trouvait des manières de tout ça, puis en trouvant plein de choses, puis en disant aux familles, bon, oui, je peux vous aider à faire réaliser ça, c'est phénoménal, c'est un peu fantastique. Puis, oui, il y avait des sous qui étaient reliés parce que, veux pas, c'est des services. Donc, au final, je faisais pas de pression. On trouvait juste des choses. Donc, oui, il y Mhm. avait le côté vente, les patrons étaient contents, mais moi, c'était très secondaire. Moi, j'étais vraiment, on va faire à votre manière. Donc là, après ça, je me dis, comment je peux accompagner ces familles-là pour qu'on fasse justement tout ça, mais sans nécessairement que j'ai une pression de faire de la vente, parce que c'est pas ça qui m'intéresse dans le milieu, dans ça. Et j'avais déjà, justement, par l'entremise d'une YouTuber que j'adore, qui s'appelle Caitlin Doughty, que j'espère que je dis bien, qui est justement une des instigatrices du mouvement de mort positive, le Death Positivity. Ouais. Euh, j'ai appris l'existence des Tanadoulas, qui les accompagnantes en fin de vie. C'est ben, accompagnantes parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais il commence à avoir des hommes. God bless. Euh, c'est quoi une Tanadoula? Ben, c'est les gens qui accompagnent les mourants, qui accompagnent les familles des mourants avant, pendant et après le décès. Donc, je peux toucher aux funérailles, vu que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les rituels, mais je peux toucher à l'avant, qui est un rituel de départ, comment la personne va être entourée, l'ambiance, le lieu, un animal, une musique, une senteur, des vêtements, des membres de la famille. Puis j'ai trouvé une école à Montréal qui le fait, mais il y a aussi une école en Colombie-Britannique qui donne maintenant le cours à distance, un des points positifs de la pandémie. Effectivement. Euh, mais maintenant, ça se donne et je suis sautée pieds joints là-dedans. Et là, ça fait depuis janvier que j'étudie là-dedans et je commence déjà à tricoter ça un petit peu. C'est sûr que Mhm. j'ai un cursus à finir et je voudrais pas je pourrais le commencer avant, mais je veux pas le commencer avant parce que je veux être ferrée comme il faut. Mais j'ai commencé à tricoter mon petit bonhomme de chemin. Tu as parlé tantôt du Dead Café que j'ai mis en place. Oui, c'est Le Dead ça. Café, le concept existait déjà. C'est un concept qui vient de Grande-Bretagne, qui a été amené aux États-Unis, qui est emmené au Canada. Je montre, dans le fond, les gens peuvent prendre le modèle qui est présenté avec ses valeurs et ses morales et son but aussi, et pouvoir l'implanter à des endroits. Donc, moi, je suis dans la région des Laurentides au Québec. J'ai fondé le Dead Café Laurentide. C'est encore très au début, là, mais encore à Mhm. cause de la pandémie, puis l'été aussi. Mais avec bon espoir, j'ai bon espoir qu'en septembre, je vais trouver un café local qui va bien vouloir m'accueillir pour qu'on puisse avoir des cafés causeries sur la mort en toute bienveillance. Wow! C'est c'est Donc, ça. une très très belle présentation, Julie. Je vois que vraiment, puis on s'est parlé un peu avant l'enregistrement, mais je vois vraiment que il y a eu un cheminement de vie aussi qui t'a amené à aller vers cette Oui. profession et qui t'a amené cette Mhm. prise de conscience et cette ouverture d'esprit aussi par Oui. rapport à la mort et au deuil. Bon, Mhm. tout d'abord, je vais juste prendre un petit moment pour saluer Guigui sur Linux. Salut! Hello, Et hello. également remercier, merci beaucoup X Nishinga pour la subscription. Subscription en anglais, voilà, on le nommé ainsi. Et aussi Alphonse Naza qui a dit
Je crois vraiment que c'est un travail méconnu et effectivement, et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de discuter avec toi, Julie, hein, pour apprendre à connaître le travail en tant que tel, mais aussi, tu l'as bien nommé, puis je me reconnais bien dans ça aussi, que parfois on ne se sent pas à sa place ou que l'endroit n'est pas encore, le travail n'est pas encore prêt à recevoir, je le nommais ainsi, mais de la diversité. On en reparlera bien sûr. Également, Alphonse Naza qui dit il y a des accompagnantes au début de la vie, effectivement, beaucoup dans la maternité, la naissance, les premiers mois. Il en faut aussi pour la fin de vie. Et je trouve ça très intéressant parce que partage d'expérience personnelle, sûrement plusieurs personnes vont se reconnaître là-dedans. J'ai eu quelqu'un dans ma famille proche qui a eu un cancer du cerveau et c'est une mort qui a été lente sur une année. Et qui a décidé de rester à la maison et donc tout un gros processus, une prise de décision, mais c'est justement la difficulté d'avoir cet accompagnement-là, autre que très médical et très froid, mais l'accompagnement plus émotionnel, de soutien aussi, justement, à ce processus de fin de vie. Donc, très intéressant de voir qu'il y a une possibilité de combiner les choses, comme tu l'as bien dit aussi, et de voir pour toi que c'est ça, c'est le côté humain qui t'a intéressé plus que le côté vente, bon, qui malheureusement parfois semble priorisé dans certaines industries et entreprises. Donc, c'est intéressant de voir que toi, tu as fait tricoté ton chemin un peu à travers ça et que c'est encore ce que tu es en train de mettre en place pour trouver vraiment, parfois les emplois qui existent ne nous conviennent pas et on essaie de mettre en place à travers différents bagages d'expérience quelque chose qui nous convienne un peu plus. Et là, je vois que de ton côté, c'est ça que tu es en train de construire. Oui, définitivement. Puis c'est bien aussi de voir que justement, il n'y en a pas beaucoup présentement au Québec. Il commence à en avoir. C'est sûr que j'ai des collègues qui étudient en même temps que moi. Il y en a quelques-unes qui sont déjà instaurées. C'est de voir qu'il y a une envie du réseautage aussi, parce que justement, c'est pas parce qu'on est, mettons, 8 Tanadoula au Québec qu'on est tous pareils. Puis c'est pas parce qu'on va être à l'aise de travailler, qu'on est 8 qu'on va tous être à l'aise de travailler avec toute la même foule, la même niche, la même crowd, je vais dire ça comme ça. À travers mon cheminement, autant que j'étudie avec les personnes âgées, que maintenant, je crois que je maîtrise bien l'approche quant aux personnes d'un certain âge, mais autant que depuis que je touche à tout ce qui est le Tanadoula, l'accompagnement en fin de vie, et par expérience personnelle relativement récente, je me rends compte que dans une instance de deuil périnatal, de décès jeune, de palliatif pédiatrique, les besoins d'accompagnement sont criants. Et ça m'a amené à me dire, autant que maintenant, je pense que je maîtrise bien tout ce qui est l'approche avec la personne âgée, mais maintenant, je veux m'orienter sur le pédiatrique. Et généralement, les gens, quand je leur dis ça, font comme, mais t'es une malade. Je leur dis, ta réaction me justifie mon choix. Tu me prouves que toi, tu serais pas à l'aise. Puis que, justement, tu sais, au début du mois, moi et mon conjoint, on a vécu une fausse couche. Et je me suis rendu compte moi-même, first-hand, première loge, que mes amis, malgré toutes les bonnes intentions, vont soit me dire des phrases qui font encore plus mal ou vont naviguer autour du sujet ou me dire « je suis désolée », puis hop, on bifurque. Mais on dirait que les gens, justement, ça fait mal un enfant qui décède. Ça fait mal un enfant malade. Les gens doivent protéger leur petit cœur à eux, quitte à laisser les parents ou les proches de cet enfant-là tout nus sans défense. Vraiment, là. Et je me dis, moi, j'ai même pas connu ce bébé-là. C'était une grossesse très jeune, mais des gens qui ont soit grossesse avancée, ou c'est des jeunes enfants, 2, 3, 4, 5 ans, ils la hurlent où, leur peine? Je veux dire, je vais prendre un exemple un peu peut-être bizarre, mais vous savez, quand on est dans un manège, puis qu'on décide de ne pas crier, comment la pression, elle est forte dans le chest, mais là, tu as une peine à hurler, puis tu peux pas la crier parce que personne t'entend. Tu la cries en dessous de l'eau, puis le son sort pas. J'aurais plus de tympan à la fin de ma carrière, mais je vais les écouter, ces hurlements-là. Là. Puis je me dis que justement, puis j'en ai discuté avec d'autres Tanadoula,
Et on m'a dit, autant que oui, on est là, mais c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement viser ou qu'on va pas aller s'annoncer à ces personnes-là, juste parce que on vise général. Parce qu'on n'est Mhm. pas dans une. Est-ce qu'on est dans une position en tant que Tanadoula, cette petite bête à peine apparue, de commencer à choisir sa niche, sans nécessairement choisir, c'est de trouver les bons mots pour dire à ces parents-là, écoutez, vous êtes au pied du mur, il y a quelqu'un pour vous. Puis j'étudie encore plus là-dedans. En plus d'étudier mon cursus académique, c'est de voir aussi c'est quoi les services présentement qui sont présents pour Oui. autant que ce soit les organismes comme Parents orphelins, le Fort Parents-enfants, qui est, ma foi, je regarde leur page Facebook presque tous les jours. Mhm. C'est des choses, des ressources qui existent, mais c'est de voir aussi le one-on-one qu'on peut leur donner parce qu'en organisme, on n'a pas toujours le one-on-one. Je veux dire, organisme communautaire, ça reste quand même de l'ordre de la santé avec les problèmes qu'on connaît au niveau des infirmières, des préposés. D'avoir des intervenants vraiment ciblés pour ces personnes-là, je me dis que ça ne peut pas de faire de tort. Et on m'a confirmé que c'était un besoin non criant, mais hurlant, d'avoir du soutien émotif, du soutien informationnel, informatif, les deux, bref, euh, euh, pour ces personnes-là. Donc, Effectivement. ouais. Ben, je peux renchérir un peu que c'est quelque chose que j'observe en psychologie également, que déjà, il y a très peu de psychologues en pédiatrie, donc qui travaillent avec des enfants. Mhm. C'est très, très rare aussi, là, les psychologues qui vont travailler en deuil périnataux ou en deuil de non, c'est ça, périnataux, en fait. Ça vient englober tout ça. Morte-naissance aussi, je crois, C'est ça, qui ça se peut que ça existe soit comme le terme. terme. Donc, dans ceux qui Mhm. sont nés mais qui vont mourir très très jeunes, justement. Ouais. Et il y a le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont psychologues. Ça s'équilibre, mais je pense qu'il y a encore plus de femmes que d'hommes. Et c'est souvent un sujet qui est très sensible. Donc, dans la profession, quand on travaille en relation d'aide, il y a toujours des sujets dans lesquels on se dit on délègue à ceux qui sont à l'aise de travailler avec ça, ou il y a des sujets que si ça vient trop nous chercher émotionnellement, ça peut être moins efficace l'intervention ou même dangereux. Donc, il y a ce côté-là de protection également, et plusieurs personnes ne Ouais. sont pas à l'aise d'aborder ce sujet-là et de même intervenir par rapport à ça. Donc, il y a vraiment Mhm. plusieurs facteurs et variables qui font en sorte qu'il y a très, très peu d'intervenants. Et là, j'ai intervenants au sens large qui vont travailler avec cette population-là qui est assez nombreuse là, parce que des deuils périnataux, par exemple, il y en a plusieurs. Et tu as bien nommé, Mhm. il y a encore peu d'études, il y a encore peu de laboratoires de recherche qui s'intéressent à ça parce qu'il y a l'aspect tabou et l'aspect que c'est quelque chose de difficile à aborder. Donc, bien évidemment, ceux et celles qui sentent à l'aise, qui sentent que c'est quelque chose qu'ils peuvent, dans lequel Mhm. on peut s'investir dans l'intervention, mais c'est sûr que c'est idéal de le mettre de l'avant. Là. Euh, Mhm. et là, j'en comprends de ton côté, il y a eu cette réflexion-là de tu te sens à l'aise, donc tu aimerais t'orienter pour aider cette clientèle-là. Ouais. Exactement. Puis au final, autant que j'ai eu vraiment des journées de grande souffrance à la suite de ma propre fausse couche, que maintenant, malgré que, je veux dire, c'est encore tout récent, fait que des journées où ça va bien, des journées moins bien, c'est correct aussi, je suis à l'écoute de mes sentiments, je les accueille. Mais au final, je me dis, bon, j'aurais voulu l'éviter, mais maintenant, ça me fait une corde de plus à mon arc. Je veux Mhm. dire, ça a toujours été, moi, j'ai toujours été ça. Est-ce que c'est de la résilience ou, je sais pas, mais ça, quand j'ai perdu ma mère, j'ai eu des amis aussi qui ont perdu des parents par la suite. J'ai toujours été la première personne qu'on venait voir. Puis ça a peut-être travaillé mon empathie, puis mon service, pas le syndrome du sauveteur, là, mais un peu La justement compassion, puis comme oui. quelqu'un va me dire, ah, mon père, ma mère, whatever, mon proche a été diagnostiqué avec un cancer ou a des troubles de santé, puis on ne sait pas où est-ce que ça s'enligne. Je suis la première à lever la main, puis qu'est-ce que je peux faire? Quel chapeau tu as besoin que je porte aujourd'hui? Le chapeau d'ami ou le chapeau de professionnel? Je veux Mhm. dire, j'ai plein de chapeaux, puis ça va me faire plaisir. Donc, c'est vraiment. Mon arc est rendu une guitare. Là. Oui, J'ai c'est beaucoup de ça. cordes dessus. Donc, oui, non, c'est ça. Tout, tout, Mhm. tout, let's go.
Katniss n'a rien. J'ai rien envie à Katniss Everdeen. Moi, let's go. Mais non, c'est ça. Puis le pire, c'est que jamais, autant quand j'étais en salon funéraire, j'ai eu à faire des funérailles d'enfants ou de bébés, surtout de bébés. Et écoutez, c'est sûr que dans le milieu funéraire, on a un humour assez. Il faut apprendre à rire de certaines choses pour survivre. Jamais on va manquer de respect à un défunt. Jamais. Mhm. Mais on va faire des pieds de nez à la mort, disons ça comme ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec 2 fois des familles, justement pour des cas de bébés. Mais à partir de ce moment-là, quand il y avait des gens qui appelaient pour des bébés, mes collègues mettaient les rendez-vous juste les journées où est-ce que j'étais là. Je trouvais ça comme un peu chien. Mhm. Mais en même temps, je me suis dit, c'est quoi? Euh, c'est bon, c'est correct. Puis ça m'a amené justement à me dire, OK, ben là, le step d'avant, si j'étais capable de travailler avec des familles endeuillées de ces enfants-là, une fois que le décès est survenu, Mm. qu'est-ce qui m'empêcherait d'être capable de travailler avec les personnes que le décès n'est pas survenu encore, qu'on Mhm. prépare tranquillement, puis que j'ai vu des familles dans l'après qui ont des fois les familles se modifient bien sûr, des fois il y a des séparations, quoi que ce soit, mais j'ai vu des parents résilients. Je sais que la résilience existe malgré la perte d'un enfant. Je, je peux leur dire qu'écoutez, oui, ça s'en vient, ça va être pénible, mais il y a un après, je vous le promets. Ouais. Tu sais. Mhm. Donc, c'est vraiment le cheminement. C'est vraiment, ça m'a pris au dépourvu. Je faisais mon cours, je faisais mes cours tranquillement, puis ben, je me suis dit, tout bonnement, pourquoi je ne changerais pas de clientèle Mhm. au bifurque maintenant que j'ai l'expérience là. Puis c'est vraiment un gros appel, là. Un appel du cœur vraiment qui vient de là. Puis je me dis, faut que j'essaye. Ça se peut que ça marche pas. Effectivement. Faut que j'essaye. Je pense que tu l'as bien nommé, c'est quand tu te sens prête émotionnellement et au niveau des compétences, après ça, ben, Mhm. c'est d'essayer, puis jamais trop Oui, tard pour dire, ben, j'ai essayé, puis je me sens pas à l'aise dans ça, là. exact. Mhm. Il y a Alphonse Naza qui pose une bonne question, en fait, qui dit, bon, corrigez-moi si je me trompe, il y a certaines sociétés qui pleurent plus les personnes âgées, les aînés, qui meurent que les bébés. Je crois que nous vivons la saudade, une expression qui veut dire que l'on regrette ce qu'on pourrait avoir vécu avec cette personne. Je peux répondre un peu, mais est-ce que tu veux commencer, Julie, de ton côté? Ben écoute, vas-y, puis moi je vais tricoter ma réponse pendant ce temps-là. J'y vais spontanément, et voilà. Euh, oui, en fait, la saudade, comme tu mentionnes, un peu le regret ou en fait le deuil en tant que tel. Donc de vivre le manque d'une personne peut être associé au passé ou au futur. C'est-à-dire on peut vivre un manque un peu nostalgique, le manque de ce qu'on a déjà vécu et qu'on aurait pu continuer de vivre. Ça qu'on retrouve plus quand une personne avec qui on a vécu certaines expériences, comme une personne âgée par exemple, décède, mais il y a aussi le manque du futur, qui est un peu ce futur imagé qu'on s'était créé avec la personne. Et ça, on le retrouve beaucoup plus chez les bébés, les jeunes enfants, c'est « Ah, je le vois plus tard, quand il va avoir quand il va aller à l'école, quand il va avoir sa première copine, son premier copain, ou quand il va, je sais pas, il va déménager dans sa première maison, etc. » Et les parents se font souvent un peu ces scénarios-là de leur enfant. Quand un deuil, exemple, disons, même quand l'enfant est en conception ou quand l'enfant est sorti du ventre de la mère, il y a un peu ce deuil-là aussi qui est à vivre. Donc, dans les deux cas, il y a certains deuils quand même associés à la relation qu'il y avait ou la relation qu'il y aurait pu avoir avec la personne. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Effectivement, il y a certaines sociétés qui vont plus pleurer les aînés. Si on peut le nommer ainsi, là, disons, pleurer les aînés dans ce sens que dans certaines cultures, sociétés, les aînés sont associés beaucoup au savoir, la sagesse. Et il y a cette transmission-là intergénérationnelle du savoir et de la sagesse. Donc, on parle d'un deuil collectif ou un deuil communautaire quand il y a des aînés qui vont mourir. C'est comme si une partie de la culture, de la société mourrait avec la personne aînée. Donc, cet aspect-là qui peut être perçu dans certaines sociétés, notamment dans la spiritualité autochtone. Je connais pas les autres cultures, je vais me référer à celle-ci.
Mais bon, en général, je pense que les deux, c'est deux deuils qui sont similaires, mais qui se vivent aussi. En fait, c'est deux deuils qui se vivent de la même manière, mais la source même peut être similaire. Je te laisse. Non, définitivement, je suis d'accord avec toi 100% là, pour tout ce qui est le deuil d'un aîné, c'est le deuil de l'histoire, de la culture, du savoir, de la sagesse. Euh, c'est Puis la similitude va aller. J'ai pas encore écouté la série WandaVision, mais on en a beaucoup parlé, puis je sais qu'il y a une quote qui est sortie de Vision qui y a une bonne tirade, mais qui finit par une phrase qui ressemble à le deuil, c'est de l'amour qui sait plus où aller. Mhm. Puis cette phrase-là m'a vraiment frappée parce que, je veux dire, on peut pleurer un aîné qu'on a beaucoup aimé ou une personne, un adulte, mettons dire ça, un adulte, on en est des adultes, mais un grand. On peut pleurer un parent, un grand-parent, un proche qui, on va aller dans le sens de la vie, était à son terme, disons ça comme ça. Vraiment, où est-ce que le classique, là, il a mené une bonne vie, mettons. On va le pleurer parce qu'on va s'ennuyer de lui. On a des souvenirs, mais il est plus là. Euh, le deuil, bon, les 5 étapes du deuil, puis toutes ces émotions-là mélangées, on va pleurer ce que la personne était. Dans le cas d'un enfant, d'un bébé, on va pleurer la personne qui l'aurait été, qui l'aurait Mhm. pu être plutôt. Parce que c'est pas parce qu'on a des intentions sur cet enfant-là que c'est ce qu'il va donner. Hein. On s'entend? Effectivement. Mais dans le sens qu'on va pleurer ce qu'il aurait pu être. Euh, c'est... Puis ce qu'il aurait pu être, en disant être aussi, c'est tous les souvenirs, comme tu énuméré tantôt, les souvenirs qu'on aurait pu vivre avec, les possibilités, Mhm. les petites histoires qu'on se fait dans nos têtes du moment que le test positif apparaît. Là, tu sais. Je sais que cette phrase-là de qu'est-ce que le deuil, sinon que de l'amour qui ne sait plus où aller, pour vrai, c'est que c'est comme un réceptacle, puis on peut mettre de l'amour, mais là, le réceptacle n'est plus là, fait que l'amour est partout, est-ce que tu veux où aller. Mhm. Puis pour la personne qui est âgée, c'est l'amour, mais là, l'amour, elle déborde du réceptacle un peu. Puis quand elle déborde, on sait plus quoi faire avec. Ben, quand on a un deuil, ben, on sait pas trop quoi faire non plus, on pleure. Donc, Exactement. je pense qu'il y a des similitudes là-dessus. Mais c'est ça, il y a des gens qui vont plus s'accrocher aux souvenirs de la personne, puis que, oh, je pourrais plus faire ça avec, je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça. C'est peut-être là que tu as déjà eu du concret. C'est peut-être pour ça que euh, l'aîné ou la personne qui a existé pendant un bon temps, euh, on va la pleurer plus que l'enfant, que soit qu'on n'a pas vécu beaucoup de choses avec. Puis là, ça va être plus l'injustice qu'on va ressentir à ce Mhm. moment-là, parce que dans Énormément. notre tête, dans la logique des choses, c'est pas juste qu'un enfant décède. Puis dans le cas d'un bébé, moi, je sais personnellement que dans mon cas, du moins, je ne peux pas parler pour la paroisse au complet, mais pour moi, le fait que cet enfant-là n'était pas concret pour les autres, ça a été une des grosses parties de ma tristesse. Mhm. C'est comme si j'avais imaginé cet enfant-là. Mais je veux dire, un enfant jeune, il y a ses parents qui l'ont connu, le cercle proche, les grands-parents. Les autres, autant qu'ils vont avoir de la peine, puis que, comme on disait tantôt, ils vont se fermer un peu parce que, oh mon Dieu, que c'est frisquet un enfant qui décède. Mais en même temps, on sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire parce que, bon, l'injustice, l'incompréhension de la chose, mais aussi parce que euh, il n'y a pas grand monde sur la planète qui aime plus un enfant que ses parents. Mhm. Fait Effectivement. on a beau apprécier l'enfant de quelqu'un, on va filer pour le parent, mais la tristesse directe, et je veux dire, si j'ai une amie qui perd son enfant, je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine et d'empathie pour l'ami, mais ma connexion directe avec l'enfant, elle est moindre parce que je veux dire, cadeau à sa fête, je peux le niaiser une fois de temps en temps, je peux le garder à l'occasion, mais est-ce qu'on va construire une relation, au même titre qu'on construit une relation avec un aïeul ou un proche égal, un ami, quoi que ce soit? J'ai peut-être une ambiguïté là-dessus. Ça diminue aucunement le deuil des proches, mais en tant qu'individu, moi, ça se pourrait en effet qu'on pleure moins parce qu'on l'a moins connu. Fait que c'est peut-être plus là-dessus la corrélation, je pense. Effectivement. C'est Puis, très
très personnel comme elle dit, là, mais on hypothèse, on hypothèse. Oui, en même temps, bon, il y a toujours une petite partie de subjectivité dans le deuil, hein. Ça Mhm. dépend de chaque personne, de Ouais. la résilience, les expériences antérieures, le soutien externe, etc. Mais il y a un élément que tu as nommé que je trouve vraiment important de renchérir, c'est que l'enfant, surtout quand l'enfant est né en bébé, est né, mon Dieu, est décédé très très jeune, Mhm. l'entourage n'a pas nécessairement connu cet enfant-là. L'entourage n'a pas créé Mhm. nécessairement un lien d'attachement avec le bébé Ouais. ou l'enfant. Et souvent, ce que j'ai observé à travers mon intervention, parce que j'ai eu des cas de parents qui avaient Ouais. des bébés ou des morts-nés, etc. Souvent, l'élément le plus difficile, c'est justement, c'est le fait que les gens autour de nous comprennent que c'est triste un enfant ou un bébé qui décède, mais n'ont rien à Mhm. quoi se rattacher et peuvent pas vraiment aider dans le processus de deuil. Il n'y a pas de souvenirs à partager. Partager des souvenirs est un élément très important dans le processus de deuil. De se Ouais. rappeler les souvenirs, de partager, d'en parler. « Ah, tu te souviens la fois où on a fait telle chose? Puis, il était tellement gentil quand il y a eu telle affaire. » Mais avec un bébé, il n'y a pas cet élément-là. Donc, les parents de l'enfant sont souvent les deux seuls ou une seule Ouais. personne à vivre le deuil, ce qui peut être Mhm. extrêmement difficile. Ouais. L'autre élément qui est difficile, d'où l'importance de faire de l'accompagnement, comme tu as bien nommé, c'est que les deux parents souvent vont vivre le deuil à des rythmes différents. C'est soit une Ouais. ou l'autre des personnes qui vont passer au travers différemment. Généralement, la personne qui a porté l'enfant vit le deuil de Ouais. manière un peu plus difficilement parce que la connexion, le lien d'attachement, cette connexion-là, c'est déjà là depuis 9 mois. L'autre Oui, parent puis aussi, mais oui. ben, ce parallèle-là, je veux dire, ma meilleure amie que j'ai perdu en 2012, on avait 24 ans. Et je veux dire, son père travaille, mais à ma connaissance, sa mère n'est toujours pas retournée au travail, elle n'est toujours pas capable. Et à ma connaissance, ça fait beaucoup que je parlais, je veux dire, on se parle encore souvent, là, c'est comme ma deuxième maman, là. Mais à ma connaissance, même la chambre de mon ami n'est toujours pas démontée. Puis moi, je vois pas de problématique là-dessus parce que à chacun son rythme, puis le rythme est Mm. différent, mais le rythme a été différent. Je veux dire, les deux peuvent avoir de la peine égale ou ça se quantifie-tu, je pense pas. Mais leur peine est valide les deux, mais ils sont ailleurs, un et l'autre, puis c'est pas plus mal tant que il y a le respect puis tout ça du rythme de chacun et tout, là. Mhm. Mais tu sais, comme tu dis, la personne qui a porté l'enfant et la mère de mon ami étant une maman extrêmement, maman gâteau, une maman poule, c'est sûr que cet événement-là vraiment est venu mettre une coupure dans le temps a arrêté un peu, là, si on veut, là. Donc, Mhm. oui, définitivement. Puis, je veux dire, on a continué nos vies, surtout comme la génération, les amis de mon ami, notre petite gang d'ados secondaires. On a continué à vivre, puis on vit pour elle aussi, un peu. Puis, je pense, c'est ça, on a continué à vivre, tandis que la maman, pas qu'elle n'a pas continué à vivre, là, il y a d'autres affaires, tout ça, mais je pense qu'il y a un petit quelque chose qui lui reste sur l'épaule, un petit poids Mais oui. ben, un poids qui lui reste malgré. Je pense que pour une mère, que l'enfant ait 24 mois ou 24 ans, je pense pas que ça fasse une grosse différence, mais comme Mm. tu dis, pour la mère, ou ben, du moins Exactement. le parent porteur, je vais dire ça Le comme ça, le parent parent porteur, porteur. oui. Ouais. Mais non, t'as bien raison à ce niveau-là. Puis, tu sais, il y a les morts soudaines, puis il y a les morts, exemple, disons, chez un bébé ou un enfant qui peuvent être justement une fin de vie Ouais. envisagée. Là. Je sais plus, j'ai pas les bons termes, mais Prévisible, ouais. prévisible plus Mhm. qu'envisagé, effectivement. Une fin de vie prévisible, mais dans tous les cas, il y a vraiment un soutien psychologique qui est nécessaire. Là. Et ça, ben, Ouais. parfois, c'est pas là. C'est pas là parce que, on se répète, mais c'est pas là parce que c'est un sujet tabou, parce qu'il y a peut-être pas encore 100% de ressources adaptées, Mhm. ou parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a les nerfs, je le nomme ainsi, mais pour Ouais. euh,
être confronté à ça émotionnellement là, au quotidien. Ah, Quand c'est notre définitivement. travail en relation d'aide, ben il y a faut faire attention de ne pas être dans la fatigue de compassion. Donc, c'est d'arriver à gérer un peu ça, comment aider les gens, mais soi-même se protéger émotionnellement aussi. Mais effectivement, on le voit, là, on le voit que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui mériterait que de plus en plus de gens s'intéressent à ça ou vraiment cherchent, s'ils se sentent à l'aise, à pouvoir intervenir avec les personnes qui ont ce besoin-là. Là. C'est comme, on fait le comparatif là, de prendre un café avec une amie, mais cette amie-là va écouter tout ce que tu as à dire sur ton enfant qui soit parti ou le décès. Ça se peut que les gens aient besoin de verbaliser ce qui s'est passé quand l'enfant a quitté le monde physique. Là. Ça se peut. Mais c'est pas personne qui veut entendre. On s'entend que des fois, la mort, c'est pas joli. Là. Ça se peut que ça le soit pour un enfant aussi. Là. Donc, c'est ça, des fois, de verbaliser, ben, ça fait pleurer, ça fait rager, ça fait hurler, ça fait crier, ça fait mal. Mais une fois que les mots sont sortis, ils sont là. Puis, tantôt, je parlais de concret, ben, des fois, c'est ça le concret. Exactement. C'est la peine, c'est la douleur. De l'exprimer, cette douleur-là, permet de concrétiser. Il s'est passé quelque chose, c'est pas juste moi qui le vis intérieurement. Je souffre et j'ai besoin de démontrer cette souffrance-là. C'est très instinctif, hein, de démontrer la souffrance à travers les cris ou à travers des gestes. Tout le monde a besoin de faire ça. Puis parfois, la société, les croyances, l'environnement de vie fait en sorte qu'on va s'empêcher d'exprimer cette souffrance-là. Donc, c'est sûr qu'un environnement sécurisant est toujours nécessaire, dans le fond, pour bien... c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a drillé, puis que quand j'étais en intervention en géronto à l'école, c'est que c'est l'accueil dans la bienveillance. La bienveillance, le non-jugement et la bienveillance. Et c'est tellement quelque chose... Moi, c'est un de mes mots-clés de vie, la bienveillance. Puis des fois, je veux dire, c'est justement, quand je travaillais au centre funéraire, je voyais des collègues que je connaissais leur tendance un peu plus vendeur d'auto, disons ça comme ça. Puis ils venaient me parler comme quoi, ah ouais, j'ai fait ça, puis on a checké ça, puis on a fait ça, là, puis on pris ça, puis on pris ça. Je dis, OK, mais ta bienveillance, c'était où? Je dis, as-tu été bienveillant? Puis il était comme, ben, j'ai fait mon chiffre, là, puis c'est correct. C'est comme, ouais, t'es pas à bonne place pour ça. J'ai déjà eu une ancienne collègue de travail qui m'a dit, moi, le monde qui broye, je suis pas capable. J'ai regardé, mais tu fais quoi ici? Ça, c'est dans l'extrême. J'ai fait, sans nécessairement que tu pleures avec eux, accueille-les, l'accueil. C'est une forme de bienveillance, l'accueil. Ouais, ça m'a fait... Non, j'étais allée dans mon bureau, puis j'étais comme, c'est-tu moi qui est too much? Puis j'ai fait, non, Julie, t'es pas too much, t'es bien correct. Mais c'est les genres de... Justement, dans des situations comme ça, oh, mais je sais pas quoi faire, tout ça. Est-ce que tu as accueilli la personne? Ben, j'ai dit que j'étais désolée. Oui, toi, tu as manifesté quelque chose, mais est-ce que tu as reçu quelque chose? Ou je suis désolée, c'est ton bouclier. Je suis désolée, je veux plus rien entendre. Je suis correcte, je t'ai dit que j'étais désolée pour toi. J'ai fait ma BA. Non, puis des fois, c'est correct de pas être capable, mais plus la vie avance, plus tes proches vont vivre des deuils, plus tu vas vivre des deuils. C'est peut-être une bonne chose de se tremper les orteils. Puis c'est pour ça que justement, les accompagnants, les accompagnants en fin de vie et deuil, ben, on peut être là juste pour le deuil. On n'est pas obligé d'accompagner les familles. Une famille m'appellerait, me disait, oui, j'ai perdu quelqu'un, puis je le vis mal, j'ai besoin de jaser avec quelqu'un, sans nécessairement que ce soit un psy, mais que j'ai besoin qu'on parle de ça. Tu sais, genre une copine café, là, mettons, on va appeler ça même. C'est un service qu'on peut faire, puis que ça va me faire plaisir de faire, parce que qui dit deuil, tu l'as dit tantôt, les histoires et tout ça. Mais puis que je fais la partie sur le Dead Café qu'on a mentionné tantôt, c'est aussi ça. C'est des espaces où est-ce que tu peux faire une diarrhée verbale de tout ce que tu as vécu par rapport à la mort. C'est pas un groupe de soutien au deuil, c'est pas une thérapie. Et ça donne que, tu sais, moi, j'ai un background là-dessus, mais ça peut être Pierre Jean-Jacques qui start un Dead Café selon le modèle, parce que tu peux pas appeler ça Dead Café sinon. Mais un café causerie sur la mort, c'est fait pour ça.
parle de la mort, parle de ce que tu as vécu. Le monde est là pour t'accueillir en bienveillance et en parler, cultiver ce que tu as. Puis justement, je trouve que c'est des discussions, ouverture de la discussion. C'est pour ça que j'ai starté Twitch aussi. Le Twitch avec les jeux sur la mort, bienveillant, malgré des gens qui m'ont dit tu devrais jouer à Phasmophobia puis Dead by Daylight. Si je joue à des jeux comme ça, je fais un disclaimer dans mon truc qu'aujourd'hui, c'est pas Oui, c'est un ça. stream thérapie. On va dans l'extrême, on va pour le fun. Mais ou si je joue à un jeu qui a un peu humour noir, à Graveyard Keeper, humour noir total, mais c'est super drôle aussi. Puis ça a un lien direct avec la mort et les rituels. Disclaimer aussi. Je veux dire, dimanche, humour noir, on joue avec mais si c'est un jeu plus thérapeutique, là, je suis comme, OK, let's go. Comme hier, j'ai commencé Spiritfarer, c'est plus sur la thématique des passeurs d'âme. Ouais. C'était pour parler du dialogue, de qu'est-ce que tu penses qui arrive après. C'est quoi les différentes croyances, c'est quoi les différentes choses. Ayant travaillé et je suis retournée dans le jeu vidéo justement après la pandémie pour continuer mes études de Tanadula, mais d'être dans un milieu que je connais bien puis qui est réconfortant. Les vieilles pantoufles, disons ça comme ça. Mais là, je travaille dans le jeu vidéo, je me suis dit, pourquoi pas en faire un outil pédagogique? Pourquoi pas en faire un outil justement d'ouverture au dialogue? Puis le dialogue est important, puis l'accueil et le partage, ben, c'est plein de petites affaires qui font que, parce que pour moi, selon moi, c'est une des choses importantes dans le deuil, c'est l'accueil et le partage d'informations, le partage d'histoires. Comme tu as dit tantôt, pour le niveau du deuil, c'est de parler de la personne, c'est de parler des pertes, c'est de parler de tout ça. Parce qu'on dit deuil d'une personne, mais ça peut être deuil aussi la personne qui commence à avoir un peu de difficulté cognitive, qui perd son permis, un monsieur qui perd son permis de conduire. Oh, tabac, c'est pas facile. Une dame qui peut plus cuisiner, une dame d'un certain âge, des générations vraiment où les rôles de maison étaient définis. Quand la maman de famille ne peut plus cuisiner parce que c'est dangereux, parce qu'elle oublie le rond de poêle. Gros deuil. L'identité est dans le travail à certaines générations. Oui, effectivement. Ben, il faut que ces gens-là aient un espace pour vomir leur tristesse. Puis qu'ensuite, ben, le bouillon de poulet, le bouillon de poulet pour l'âme, là, on va reprendre le concept des livres. Ben, faut quand. C'est bon d'avoir des gens qui s'intéressent à ça pour être les donneurs de bouillon de poulet, je trouve. Là. Ben, tout à fait. Je pense que tu as nommé deux choses très importantes. Tout d'abord, que le deuil en soi, le processus de deuil, de vivre un deuil, n'est pas toujours associé à la mort en tant que tel. Dans ce sens que un des deuils qu'on vit énormément dans la société de nos jours, c'est le deuil d'une relation. Donc, juste une séparation, un divorce, des familles recomposées, etc. On est confronté à ça. Des amitiés, ben oui, aussi simple que des amitiés. Je veux dire, on fait des deuils des fois, surtout là, avec la conscience du... j'aime beaucoup le love language, le langage d'amour, que ce soit de donner des cadeaux, d'affection tactile, d'encouragement verbal, tout ça. On se rend compte que le love language, c'est pas juste entre amoureux ou conjoint-conjointe, singulier pluriel, c'est aussi aux amis. Puis on a des fois des amis qu'on adore, mais qui sont... que ce soit leur love language, leur personnalité, au final, n'est pas bonne pour nous. Puis qu'il faut se dire à un moment donné, un break-up de friendship. Là. Des fois, on doit, malgré qu'on apprécie beaucoup une personne, l'appréciation ne suffit pas. Puis qu'il faut se dire, c'est quoi, je vais prendre mes distances. Puis ou des membres de famille. Mon Dieu Seigneur, il y a toute une génération qui est plus à l'écoute de ses besoins, surtout aux disparités. Je veux dire, bon, il y a une différence de mentalité entre les milléniaux et les baby boomers. Ça fait pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, mais définitivement une disparité au niveau des valeurs qui fait que des fois, puis moi, ça m'est arrivé, là. Surtout, j'en ai entendu mon fair share. À un moment donné, il faut que je me dise, sais-tu quoi? T'as beau être de ma famille, malheureusement, je vais prendre mes distances. Je vais limiter les contacts parce que ton discours, pour moi, est dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il va l'être pour quelqu'un de sa génération ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je veux dire, moi, voir des propos xénophobes d'un membre de ma famille alors que mon père vient d'un autre pays, c'est tough. Donc, pour mon bien-être, la distance est là. Donc, que ce soit un break-up, oui, de conjoint-conjointe, mais aussi de membres de famille, puis d'amis, c'est des deuils. Effectivement. Donc, tu as très bien nommé. Et le deuil, ben, on n'est pas toutes et tous
outillé pour passer à travers ce deuil. Et il y a une immense différence entre la théorie et le pratique. Oh, définitivement. Définitivement, effectivement. Et on a parfois, justement, besoin de ce soutien-là, de cette écoute-là, de cette empathie. Tu l'as bien nommé aussi, on a besoin de cette ouverture-là. Donc, parfois, parler à un ami, c'est pas possible parce qu'on sent que la personne, ça l'affecte trop. Donc, de parler à une personne un peu plus détachée au niveau de la relation, mais qui a cette ouverture-là, cette empathie, cette écoute-là, pour qu'on puisse justement déballer tout ce qu'on vit, le sortir, le cracher, le crier. Une personne qui va être capable de recevoir ça. Donc, ça, c'est souvent très important pour une personne en détresse de sentir que la personne à qui elle s'adresse est capable. Donc, il n'y a pas cette crainte-là en arrière-plan de dire est-ce que si je le dis, l'autre personne va s'effondrer? Et c'est souvent quelque chose qu'on retrouve justement, dans les intervenants qui travaillent et qui ont ces connaissances-là, ces compétences-là. Et tu l'as bien nommé aussi à travers certains groupes pas nécessairement des groupes de thérapie, mais des groupes de soutien, d'entraide. Bon, tu l'as bien nommé avec le Dead Café, ben, c'est les gens qui sont à l'aise de parler de ce qu'ils veulent, puis les gens répondent s'ils veulent, ils se sentent à l'aise d'y répondre sur différentes thématiques en lien avec la mort ou le deuil. Tu sais, dans les Dead Café, c'est vraiment, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu peux être à l'aise de ne pas l'écouter parce que tu veux te retirer, parce que c'est peut-être confrontant. Tu peux te retirer physiquement aussi, puis revenir après, mais tu juges pas l'autre. Ton malaise t'appartient. C'est à toi de prendre les mesures pour te retirer si ça devient too much. Mais c'est une place d'accueil, donc on va accueillir la personne, mais on va pas empêcher la personne de s'exprimer. Donc, je veux dire, si quelqu'un parle tu sais, mettons, mise en situation que, justement, on a 2 parents qui ont perdu des enfants qui sont là, puis qu'il y a quelqu'un qui parle vraiment ouvertement, mais que ça confronte l'autre dans sa tristesse, c'est valide. Mais maman 2 ou papa 2 ne pourra pas empêcher parent 1 d'exprimer. Il est là pour ça. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a un malaise, on se retire, on revient après. Donc, on n'empêche pas les personnes de parler. C'est sûr que si on s'en va dans des propos injurieux ou des propos, là, moi, je dis tant que si c'est illégal, on n'en parle pas. Là. Ou si c'est illégal, ça n'a pas sa place là. Mais si rendu là, après ça, dans un Dead Café, il faut s'attendre à ce que n'importe quoi peut sortir. Ça se peut que j'ai quelqu'un qui me dise mon fils a été dans un accident d'auto puis sa tête a été arrachée. Ça se peut que ça s'éblingue comme ça, des fois. Ça peut être confrontant, mais en même temps, il y a tellement de sortes de morts que si on va dans un Dead Café, il faut s'attendre à ce qu'il y ait toutes sortes d'histoires aussi. Puis c'est justement... il y a beaucoup de couleurs à la mort. Puis ça se peut qu'il y en ait qui sortent de l'arc-en-ciel. C'est surtout ça. Là. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient voir qu'est-ce que c'est un Dead Café, justement, tu as un site internet du Dead Café que tu as créé qui est accessible. J'ai été voir un peu, il y a en ligne, là, sous forme un peu de forum, ou c'est juste... Dans le fond, moi, j'ai fait la page Facebook du Dead Café Laurentide, mais il y a le deadcafé.com qui est vraiment le concept du Dead Café avec toute l'histoire là, qui a été mis en place en Angleterre, en Grande-Bretagne, puis ensuite qui a été importé aux États-Unis, puis que là, ça commence à faire des petits un peu partout. Là. Donc, le concept carré, ça va être sur deadcafé.com, si je ne me trompe pas. Oui. J'aimerais ça éventuellement faire un site web, mais le projet est encore embryonnaire aux petites étapes. Éventuellement, on va faire quelque chose de plus touffu, disons ça comme ça, pour celui des Laurentides. Mais sinon, s'il y a des gens à Montréal, il y a le Dead Café de McGill, qui est super complet, qui est en collaboration avec Santé mentale Rive-Sud, si je ne me trompe pas. Qu'eux, ils tiennent déjà leur Dead Café, là, ils sont en congé pour l'été, ça va reprendre en septembre. Si on a besoin de plus d'informations, plus concret à comment c'est présenté au Québec, moi, je recommande celui de McGill. Mais ils me coachent aussi, là, j'ai assisté à leur Dead Café, puis si j'ai des questions, quoi que ce soit, j'écris, son nom m'échappe, mais je leur écris, puis ils me donnent mes réponses, puis tout ça, on va être un partenariat, là, finalement. On se tient. Génial. Donc toi, je ne savais pas qu'il y en avait un à Montréal avec McGill. Merci beaucoup pour la référence. Pour ceux qui écoutent, je vous invite à aller voir. Si je pense que Julie, tu l'as nommé d'une certaine manière,
j'allais dire, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Ça veut dire, il faut avoir déjà en tête cette ouverture-là, d'aller voir que ça se peut qu'il y ait des choses en lien avec la mort qui soient... tu sais, qu'on va pas aller cliquer dessus nécessairement, ou on va pas nécessairement... Il faut y aller étape par étape, dépendamment de notre ouverture, de nos expériences déjà précédentes en lien avec la mort, ou même le deuil. Et dans ce sens, excuse-moi, je ris parce que quelqu'un nous a dit Salut les Québécoises, ça gaze. Donc, oui. Ah, ben oui. Oui, mais bonjour. Salut, bonjour, Safa. Lisareux. Donc, je vous invite, si jamais vous avez des questions, Julie, ben, tu l'as bien nommé, tu es quand même assez accessible, surtout que tu fais des streams qui abordent justement la mort, le deuil, l'accompagnement en fin de vie. Est-ce que tu as un horaire, une programmation ou c'est selon ton envie? Ma programmation, c'est le vendredi à 21h, le dimanche à 20h. J'ai mis un Discord en place, mais il est encore très... il faut que je mette mes bottes et tout ça, là. Fait que là, je suis un petit peu vieille là-dessus. Courage. Là. Mais, ouais, mais si jamais j'ai à skipper pour une raison XY, dans la mesure du possible, je vais changer là, mon image offline pour dire là, que le stream de telle date est annulé ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'ai beaucoup de hobbies sur le côté, à parté, mais de passe-temps, je suis fauconnière. Je manipule des oiseaux de proie, je fais de la chasse avec. Et on the side, je suis bénévole de transport pour l'UCROP, qui est l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Ce qui fait que s'il y a un oiseau blessé dans ma région, je vais le chercher, je l'amène à Saint-Hyacinthe, qui est quand même à 1h30 de route de chez moi. Donc, des fois, c'est dur à prévoir. Si j'ai un petit message à 3h me disant Hey, on a un faucon à l'hôpital à telle place, peux-tu nous l'emmener? Ça se peut que je n'avais pas le temps de le changer. Généralement, je vais compenser avec le samedi matin ou le soir. Mais mon horaire là, que j'essaie le plus possible et qui marche bien à date, c'est le vendredi soir et le dimanche soir. Et voilà, ben génial. Et là, il y a Alphonse Naza qui dit que cette personne attend toujours ton lien Discord. Donc, oui, je vais. Je sais on est sur un channel Discord d'un autre streamer en commun. Je lui enverrai tantôt. Oui, en fait, là, je l'ai mis. Si on va sur ma page stream, dans mon About, j'ai mis mes sections. J'ai été capable de le faire tout seul. Wouhou! Donc, si on clique sur le Discord, on peut se rendre tout de suite sur le Discord. Génial. Mais super, on va terminer là-dessus. Donc, merci beaucoup, merci énormément en fait, Julie, d'avoir pris ce temps-là de ta soirée pour parler de ton travail, de tes études, de comment tu as Futur travail! Futur travail, mais de tes études et comment tu as évolué à travers ce domaine-là aussi. Tu l'as bien nommé en début, mais je trouve que tu amènes aussi cette vision-là, une vision d'être positivité, justement, mais une vision différente qui est très importante, très enrichissante. Et ça va être beau de voir justement qu'est-ce que tu vas mettre en place dans les prochains mois, années, futurement. Ouais, en lien on avec essaie ça. Petit à petit déjà, exactement. Mais j'ai bien hâte d'avoir les mains dans le pâte pour vrai, là. Génial. Et on peut te suivre sur ta page Facebook. Tu as une page Facebook professionnelle. Oui. Et on peut te suivre, bien sûr, sur Thanato Game sur Twitch. Donc, je vous invite à aller, bien sûr, la suivre. Elle stream les vendredis et dimanches soirs, comme bien indiqué, ou sinon les samedis matins ou samedis soirs. Quand j'ai de l'ambulance à faire, généralement, c'est ça. Se passe, oui. Parce que, et oui, les streamers ont aussi d'autres choses dans l'extérieur. Donc, on a à charger. Ah oui. Mais merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de discuter de ça avec toi. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller raider quelqu'un. Faire un petit raid. On va essayer d'aller voir qui est-ce qu'il y a. Alors, un instant, je regarde de mon côté. Sinon, de ton côté, est-ce que tu aurais des... recommandations. Mon Dieu, c'est tranquille le lundi soir, hein? Ben oui, c'est toujours tranquille le lundi soir. Oh, il y a Ena Zora qui est arrivée en retard. Ben, je t'invite à regarder en rediffusion. Ouais. Alors... Mais aussi, je te remercie sincèrement de m'avoir... c'est la première fois que j'ai une collaboration. C'est vraiment... je suis super nerveuse. Mais merci de m'avoir mise en confiance pour vrai. Puis merci beaucoup, beaucoup de m'avoir fait une petite place sur ta chaîne. Mais ça fait plaisir. Ce que tu amènes comme contenu Twitch est super intéressant, mais aussi juste qui tu es et ce que tu fais, ce que tu es en train de mettre en place est vraiment intéressant au niveau santé mentale, intervention, bien-être.
Donc, je trouvais ça... c'est sûr. Je t'ai vu apparaître Merci! dans l'univers de Twitch et je me suis dit, il faut qu'on discute ensemble. Ben oui, non, mais c'était super. Puis si jamais il y a quoi que ce soit d'autre que je peux t'apporter, n'hésite pas. On va en rediscuter. Donc, pour tout le monde, je vais vous faire... je vais juste voir... ce sera pas long... Et voilà, donc je vous raid sur Gatinoob, qui, on est dans un tout autre domaine, mais qui fait de la science et technologie et qui est en train en ce moment de programmer un PCB d'instruments de musique. Donc voilà, c'est un autre univers, mais je vous invite à aller juste lui dire un petit bonjour et à rester un petit peu si vous voulez lurker sa chaîne. Donc c'est parti, je vous souhaite encore une bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, Julie et moi. Merci. Et bien sûr, allez sur Thanato Games. Merci beaucoup. Bye bye! Bye bye. Bonne soirée. Et voilà, donc je suis en train de lancer le raid. Il y a toujours un petit délai, donc je vous redis bye bye, bye bye. Et c'est parti.